Bonjour, voilà, nous vous proposons de regarder en visio un cours qui a été donné au début du mois de décembre. Certains n'avaient pas pu y venir et d'autres peut-être souhaitent regarder telle ou telle partie où j'étais allé un peu vite sur cette question qui est éminemment géopolitique. C'est celle de l'eau des bassins fluviaux. Et là, on va prendre l'exemple en Asie-Pacifique du bassin du Mékong, qui donne lieu, comme partout où on a des usages de l'eau, à des moments de conflit, parfois heureusement à des coopérations. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les besoins en eau croissent actuellement, ils sont de plus en plus divers et qu'on est confronté à une question, c'est que les ressources sont limitées et irrégulières. Alors, dans le bassin du Mékong, on va voir ce qu'il en est. C'est un fleuve qui est transfrontalier et donc qui peut donner lieu à des risques qu'on peut qualifier d'hydropolitiques. Et dans ces tensions, il peut y avoir parfois, alors ce n'est pas propre au Mékong, on le retrouve ailleurs, des positions dominantes. Alors on va parler d'hydro-hégémonie. Bon, si vous faites référence à des choses dans le passé récent ou voire dans l'actualité, vous savez bien qu'il y a des bassins qui sont des moments conflictuels. On peut parler du bassin du Nil entre l'Égypte, bien sûr, qui en a particulièrement besoin, mais à l'amont, le Soudan et l'Éthiopie, où le fleuve prend sa source. Pour un fleuve de beaucoup plus petite dimension, on peut penser également au Jourdain et toutes les tensions que ça donne entre la Cisjordanie avec l'autorité palestinienne et Israël. Alors, le Mékong, c'est un fleuve très, très long, plus de 4000 km, à travers toute l'Asie et l'Asie du Sud-Est. Et il concerne donc 6 pays depuis la Chine, puisque la source du Mékong se trouve au Tibet. Et donc, c'est important, c'est là où les eaux sont collectées au départ. La Birmanie pour une faible partie, la Thaïlande également, davantage pour le Laos, pour le Cambodge et enfin pour le Vietnam, même si le cours du Mékong n'y est pas très important, c'est une région très densément peuplée qui est la région du delta du fleuve. Voilà, sur une carte un peu croquis, vous voyez donc ce parcours du Mékong avec donc en Chine l'essentiel donc qui parcourt les régions du Tibet et du Yunnan, puis un peu plus en aval tous les pays que nous venons d'énumérer. Alors on va commencer par donner un petit aperçu géographique. Au Tibet, au Yunnan, le fleuve d'ailleurs ne porte pas le nom que l'on connaît d'habitude, Mekong, mais il porte le nom de Lansang. Et comme il vient des régions montagneuses du Tibet, c'est d'abord un cours d'eau de montagne, donc avec de l'eau assez abondante qui vient en particulier des précipitations pluviales, voire neigeuses. Et on peut tout de suite noter, puisqu'on vient de voir le croquis tout à l'heure, c'est que les régions chinoises concernées par ce lit du fleuve, du Lantasang, sont des régions qui sont plutôt en retard de développement si on les compare avec les régions beaucoup plus développées de la Chine, de la côte pacifique. Voilà, vous voyez sur cette carte, on est à 4000 mètres d'altitude. Vous voyez que le fleuve est encore un torrent montagnard, pas tout à fait énorme. À noter d'ailleurs qu'il traverse des régions assez sèches. Pourquoi? Tout simplement parce que les grosses précipitations qui viennent sur l'Himalaya sont des précipitations qui heurtent avec l'arrivée en particulier de la mousson, les versants très élevés au sud, sur les versants sud de l'Himalaya, et ces montagnes très élevées forment une sorte d'écran qui ne permet pas à toutes les précipitations d'arriver en abondance vers le Tibet. Voilà encore ce fleuve. Alors, soyez pas étonnés, ça ne veut pas dire qu'il y a eu des pollutions, il n'y a pas grand monde qui vit à cette altitude, simplement c'est que le fleuve est chargé de beaucoup de sable, de minéraux, et qui lui donne cette couleur que l'on retrouve bien en aval. Alors, on va descendre le fleuve ensemble, je vous invite au voyage, et on va voir qu'il y a des rives
en particulier maintenant qu'on a vu ce qu'il en était sur la source en Chine. On va voir les rives birmanes, thaïlandaises et laotiennes. Et c'est un parcours où le fleuve traverse des régions qui sont des régions montagneuses avec des reliefs assez marqués. Ce qui veut dire en clair, c'est quand on a un regard un peu géographique ou agronomique sur ces questions, c'est que le long des rives du Mékong, eh bien, les espaces utiles pour un usage économique comme celui de l'agriculture ou même pour les voies de transport, eh bien, sont assez limités. Voilà, là on est dans un parcours pas très loin de la frontière de la Thaïlande et du Laos. Voilà, le fleuve est frontière entre les deux pays et vous voyez, il y a même quelques rapides avec des enrochements, et évidemment qui ne facilitent pas forcément la navigation, mais qui ont l'avantage, surtout en période de crue, de stabiliser le lit du fleuve. Alors, continuons à descendre vers l'aval du fleuve. On va voir le Mékong qui va s'élargir et avec un confluent, quelque chose de très original, un cours d'eau qui s'appelle le Tonlé Sap, qui est également un grand lac au Cambodge. Et on le va voir tout à l'heure, l'originalité, c'est que c'est un cours d'eau qui est à double sens de circulation selon que les eaux sont hautes, de mousson, ou basses. Il va traverser donc le Cambodge avant sa frontière avec le Vietnam. Et là, au Vietnam, le Mékong va se répartir assez rapidement en 9 branches qui forment le delta. Voilà un petit peu le Mékong beaucoup plus à l'aval. Alors ici, on n'est pas encore au Vietnam, on est au Cambodge, mais vous voyez donc un paysage beaucoup plus plat avec des rizières importantes. Et vous voyez effectivement que pour ce type de production agricole, l'eau est absolument nécessaire. Là aussi, on voit les différentes branches du delta du Mékong. Elles n'y figurent pas tout à fait toutes, mais les principales, avec le Maïto, le Hamluang, le Songkhram-Chen, le Tingchen, etc. Tous des noms peut-être pas tout à fait familiers, mais ce qui est important, c'est de bien regarder dans ce delta, qui n'est pas immense. Vous voyez l'échelle, une centaine de kilomètres d'est en ouest, on a pas loin de 10 millions d'habitants. Si vous y rajoutez les 8 ou 9 millions de la ville de Saigon, Ho Chi Minh Ville, eh bien vous voyez qu'on est dans un espace particulièrement peuplé. Le fleuve, regardons-le maintenant un petit peu dans sa dimension hydrologique. Alors, un fleuve, ce n'est pas un cas très original, on le trouve ailleurs, mais qui est marqué par un débit irrégulier, en moyenne 15 000 m3 secondes, mais ça ne veut pas dire grand-chose, un débit moyen. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'essentiel de l'écoulement qui se produit en période de saison humide. Saison humide, c'est-à-dire des mois qui vont de fin mai, début juin jusqu'au début du mois de novembre. Et par contre, eh bien, on voit que la saison sèche, qui est un peu plus courte, mais là, eh ben, l'eau, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle manque. Et on peut le voir à travers, le fleuve est assez bien équipé en station hydrologique. On peut voir à la station, par exemple, de Luang Prabang, qui est une ville située au Laos, qu'on peut avoir des débits qui varient entre 1000 et 10 000 m3 secondes. Donc, vous voyez, 1 à 10. Si vous faites référence à nos fleuves européens, c'est évidemment bien davantage. À noter aussi que le réchauffement climatique, on le trouve partout dans le monde et il se traduirait, il faudra avoir plus de recul dans les données hydrologiques, mais par une baisse des précipitations. Alors, regardons cette carte que l'on trouve dans les écoles primaires ou secondaires, je ne me souviens plus, du pays qui est là, qui est le Cambodge. Et il y a quelque chose d'assez intéressant à pointer. Vous voyez que le fleuve arrive, découle du nord vers le sud, et puis un petit peu à l'amont de la ville de Phnom Penh, il est rejoint par un cours d'eau, bras d'eau, qu'on appelle le Tonlé Sap. Et la particularité de ce Tonlé Sap, c'est quand les eaux sont hautes, vous l'avez vu pendant les mois d'été notamment,
eh bien, le cours d'eau va dans le sens inverse et il alimente cette très vaste nappe d'eau qu'est le Tonlé Sap, qui est un lieu très important, à la fois pour des raisons environnementales, parce qu'une faune et une flore tout à fait exceptionnelles, mais aussi tout simplement pour l'activité économique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Cambodgiens qui vivent sur ces rives, alors qui vivent d'agriculture, qui vivent de la pêche alors qui n'est pas maritime, qui est une pêche lacustre, mais qui est d'autant plus importante que c'est une des principales sources d'alimentation en protéines pour les Cambodgiens. Alors vous voyez, quand c'est sec, vous voyez ce village de pêcheurs au bord du Tonlé Sap. Là, les eaux ont particulièrement baissé. Et donc, quand une situation de ce type-là se prolonge, c'est une réelle catastrophe pour les riverains. Voilà encore le fleuve. Alors là, c'est plus à l'amont. On est à nouveau à la frontière de la Thaïlande. Et vous voyez que là, le Mékong, il a triste aspect, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit à peine le fleuve par-dessus les fonds rocheux. Alors pourquoi c'est important aussi? Parce qu'il y a ce réchauffement climatique qui accroît la sécheresse, je l'ai dit à l'instant. Mais quand vous regardez eh bien, certains aspects de régions des pays concernés par le Mékong, vous voyez ici, on est tout à fait à l'ouest du Cambodge, une vue aérienne, et qu'en période sèche, regardez, les champs sont particulièrement jaunes. Alors la vue n'est pas d'une netteté absolue, mais enfin, vous pouvez voir qu'on voit fort peu de couleur verte qui signifierait une végétation bien arrosée. Alors, la population riveraine du Mékong, elle est également inégalement répartie. Alors, il y a 70 millions à peu près d'habitants qui vivent sur les rives ou à proximité du fleuve, mais avec des variations considérables et avec une densité assez faible au Laos. Vous avez vu que le parcours est dans des défilés de montagnes, et puis le Laos est un pays peu peuplé, et au contraire des densités très fortes dans le delta. Et on avait dit à l'instant que 10 millions de Vietnamiens y vivent. On peut pointer aussi que la population qui vit du fleuve ou proche du fleuve, eh bien, c'est une population qui vit dans des pays à niveau de développement assez hétérogènes, hein, avec notamment des zones assez pauvres, en particulier pour des pays comme la Birmanie, le Cambodge et le Laos. Alors, quand on va regarder les usages de l'eau du Mékong, on a fait une brève allusion tout à l'heure à propos du Tonlé Sap, les enjeux sont assez différents. Alors, si on regarde tous les pays traversés, il y a deux pays pour lesquels le fleuve est la principale source d'approvisionnement en eau, ce sont le Laos et le Cambodge. Et c'est différent dans les 4 autres pays. En Chine, il y a d'autres bassins fluviaux encore bien plus importants que celui du Mékong, plus au nord. Vous avez également en Birmanie, le Myanmar, le principal bassin fluvial qui draine le pays du nord au sud, qui est l'Irrawaddy. Vous avez ensuite le cas du Vietnam, non, pardon, de la Thaïlande, là aussi, où il y a plusieurs cours d'eau qui descendent des provinces au nord, hein, province de Nan, vers les régions, ce qui est proche de ce qu'on appelle dans le tourisme le triangle d'or, Chiang Mai, Chiang Rai, voilà, là aussi où il y a des bassins fluviaux assez importants. Et puis enfin le Vietnam qui, outre le Mékong, a au nord le fleuve Rouge qui dessert toute la région d'Hanoï. Alors on va lister les différents enjeux. Eh bien les enjeux de cette voie navigable, de cette voie, de ce fleuve qu'est le Mékong, c'est bien sûr une destination agriculture avec des pays où encore aujourd'hui l'agriculture occupe une très large part de la population active.
C'est la pêche. La pêche, alors non seulement le long du fleuve, mais aussi sur le Tonlé Sap. Et donc le Mékong contribue quantitativement et qualitativement à ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Et puis enfin, l'usage de l'eau, voie de communication. Voilà, là on n'est pas loin du fleuve, on est au Cambodge, pas tellement loin de la capitale. Et vous voyez donc une rizière de belle apparence, et vous voyez juste en premier plan un petit canal qui sert à arroser et à apporter de l'eau aux parcelles en période de croissance du riz. Là également, on est plus à l'amont, au Laos, où on voit, malgré l'importance des reliefs, eh bien, qu'il y a une agriculture riveraine. Vous voyez toutes les parcelles bien alignées. Alors, ça peut être du riz, ça peut être des cultures maraîchères, ça peut être parfois aussi des bananeraies. Voilà, donc, c'est une agriculture qui n'est pas encore très, très avancée au plan de l'utilisation du machinisme, des techniques que l'on connaît dans nos pays d'Europe, mais néanmoins une agriculture qui, sauf en période vraiment difficile en raison de la sécheresse, on a une production de riz qui est assez importante. La pêche, alors, elle est tout à fait artisanale, soit de la pêche avec des filets, hein, l'image classique, avec effectivement une production qui est assez limitée, mais également, comme on l'a vu sur le Tonlé Sap, alors là, au contraire, c'est une production et une activité économique artisanale, certes, mais qui est très importante pour la vie du pays. Là, vous le voyez, on est en période de hautes eaux sur le Tonlé Sap. Vous voyez un petit peu la forme du bâti et effectivement, on passe des maisons directement à l'embarcation de pêche. Voyons sur cette photo, alors vous peut-être êtes attentif tout à fait à droite, vous avez une échelle qui indique au batelier eh bien, quelle est l'importance, la hauteur du lit du fleuve. Et vous voyez qu'il y a un trafic alors, de bateaux pour l'essentiel le transport des marchandises, mais aussi pour le transport des bâtiments, ou souvent les deux à la fois, et qui est donc une artère de communication tout à fait essentielle. On voit dans ce pays, qui est le Laos, d'ailleurs on vient de voir le passage de ces bateaux, heureusement qu'il y a le Mékong, qui dessert en particulier les deux grandes villes, Luang Prabang à l'amont et Vientiane à l'aval. Sinon, si on va par la route, vous voyez, on passe par des routes extrêmement sinueuses, difficiles, surtout en période de pluie. Et là, on passe un col à pas loin de 2000 mètres d'altitude. Vous voyez que les communications à l'intérieur de ce pays ne sont pas aisées. Vous voyez la chaîne de montagnes qui est au fond, avec des montagnes qui culminent vers 2500 mètres. Qu'est-ce qui resterait sinon également pour du transport de personnes, mais c'est vraiment très limité. Hein. Vous voyez, un bon vieux vieil appareil de la compagnie Lao Airlines, un ATR, mais une fois qu'on a mis 50 personnes, eh ben, c'est le maximum. Alors continuons à regarder les enjeux autour de l'usage de l'eau du fleuve. Alors il y en a plusieurs et peut-être on va passer un petit peu de temps à bien les comprendre. Il y a une production d'énergie hydroélectrique. Vous savez que les débits du fleuve sont quand même certaines périodes très importants. Et donc, aujourd'hui, où on est en quête d'énergie, et en particulier d'énergie qui ne dégage pas trop de CO2, eh bien, l'hydroélectricité est effectivement une voie très recherchée. On va voir qu'elle n'est pas sans poser quelques problèmes. Les enjeux, c'est aussi la lutte contre les crues, question qui n'est pas toujours simple, mais qui passe par de petits progrès encore insuffisants, notamment par la prévention et l'annonce des crues. Il y a des bassins où on fait des relevés hydrologiques pour prévenir les populations à l'aval lorsqu'il y a des risques sérieux du fait des précipitations à l'amont.
L'activité touristique, dans ces pays-là, comme dans beaucoup d'autres, elle est malheureusement très affectée actuellement en raison des périodes de pandémie que nous vivons. Mais il faut bien voir que le fleuve est un élément fort de l'attractivité touristique de certains de ces pays. Il y a également d'autres enjeux. On va en parler tout à l'heure, en particulier pour le delta du Mékong, c'est les prélèvements de matériaux de construction. L'Asie se développe assez rapidement, et notamment les villes, et qui sont bien évidemment fortes demanderesses de matériaux de construction. Et il y a encore un autre enjeu tout à fait important dans la période contemporaine, c'est de considérer le fleuve aussi comme un réservoir de biodiversité. Alors voilà un barrage qui a fait couler pas mal d'encre en raison de son importance, c'est Xayaburi, c'est au Mékong, non pas sur mais si, celui-là est sur le Mékong. Il y en a un autre pas loin qui est sur une rivière adjacente. Mais là, donc, on est bien sur le Mékong. Et donc, le Laos a développé assez fortement l'énergie hydroélectrique dont elle n'a pas forcément besoin, mais pour la vendre à ses voisins. Ah oui, là, tout à l'heure, c'était une photo qui aurait pu illustrer la dimension touristique. On est dans un site bouddhiste très connu, un peu à l'amont de Luang Prabang. Voilà encore une autre photo qui illustre les enjeux cités précédemment, avec l'extraction là dans le delta d'une quantité beaucoup trop importante aujourd'hui de sable, de gravier nécessaire pour eh bien, tous les travaux, en particulier de la grande ville de Saïgon. Alors on a des intérêts qu'on peut qualifier de différents. Pour être honnête, on va plutôt les qualifier d'opposés eh bien, pour ces 6 pays. La Chine, tout d'abord. La Chine, elle a une bonne partie du cours d'eau, puisqu'elle en a largement la moitié, 4000 km la longueur du Mékong, et elle a les 2000, largement 2000 km à l'amont du fleuve. Bon. Et donc, étant à l'amont du fleuve, on va parler pour elle d'une position dominante, tout simplement parce que l'aval va dépendre des choix que les Chinois vont faire. Alors, pour la Chine, qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est bien sûr la production d'électricité. Pourquoi? Parce que globalement, elle manque d'énergie. La Chine a très peu d'hydrocarbures, par exemple. Et quant au charbon, elle en a davantage. Elle en importe aussi d'Australie. Mais la question, c'est que la Chine doit limiter le recours aux centrales au charbon. Alors, ce n'est pas simplement lié à la COP26 à Glasgow, mais c'est tout simplement parce que dans beaucoup de points du pays, la respiration est affectée avec des maladies chroniques compte tenu de cette pollution énorme, de très loin la plus importante du monde, voilà, qui a lieu en Chine. Et puis aussi parce qu'une région traversée, juste après avoir quitté le Tibet, c'est une région, le Yunnan, qui a besoin d'eau. Alors, une carte intéressante pour voir avec tous ces petits rectangles en noir plein pour désigner les barrages existants, en gris les barrages en construction. On a vu par exemple le grand barrage à peu près au centre de la carte de Xayaburi, et puis ceux qui sont programmés. Alors vous voyez, là j'attire votre attention principalement sur l'importance des barrages qui se trouvent le long du Langtang ou du Mekong, c'est pareil, en Chine. Regardez, avec parfois de très gros barrages, celui de Jiaowan qui est bien connu, Manwan, Nuozanu, etc. Bon, ça veut dire que la Chine elle se sert au passage. Alors vous allez dire l'eau va être restituée à l'aval une fois qu'elle a été turbinée. Oui, mais pas tout à fait. Il y a une partie de l'eau qui va quitter le lit du fleuve pour approvisionner certaines parties du Yunnan. Bon, vous voyez, alors au Laos, c'est sûr qu'il y en a également beaucoup. Le pays est largement concerné. Et puis, on en voit moins nombreux, parce que là, on a beaucoup moins
de hauteur de chute. Donc, vous savez, pour l'hydroélectricité, deux facteurs, le débit et la hauteur de chute qui est turbinée. Donc là, on a des barrages qui sont presque, on pourrait dire, au fil de l'eau et qui ont un intérêt de production hydraulique un peu moindre. Alors, après la Chine, on voit ce qu'il en est pour la Birmanie et la Thaïlande. Bon, la Birmanie, elle est peu concernée. Actuellement, depuis le coup d'État du 1er février 2021, qui a écarté du pouvoir la Ligue démocratique, le pays est dirigé par une junte militaire très corrompue. Et bon, son intérêt à la Birmanie, c'est d'avoir essentiellement des voies de communication avec la Chine pour un certain nombre d'échanges de biens et de marchandises. Alors j'ai cité le bois, la forêt. Bon, quelqu'un de la FAO en Birmanie m'avait dit, mais c'est incroyable et c'est un peu désespérant le rythme auquel les entreprises chinoises abattent toute une forêt primaire de très grande valeur. Bon. La Thaïlande, c'est un pays déjà diversifié au plan économique, mais qui a encore une production agricole notable. Elle est exportatrice de plusieurs productions agricoles, et notamment de riz, où elle doit être dans les 3 premiers exportateurs mondiaux. Donc, elle a besoin d'eau pour l'irrigation. Ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas en réalité beaucoup de terres à proximité du Mékong. C'est plus les autres cours d'eau qui lui importent à ce titre-là. Alors, le Laos. Le Laos, le long du fleuve, c'est le pays le moins peuplé et c'est un pays en retard de développement. Sa stratégie de développement, alors, il y a plusieurs dimensions. Pendant un temps, il s'avait espéré beaucoup dans le tourisme et il s'est raréfié depuis 2 ans. Il y a également un certain nombre d'ateliers dans la banlieue de Vientiane, mais quand même, ça reste un pays très largement agricole. Alors, et disposant de pas mal d'eau, eh bien, la stratégie de développement du Laos s'est orientée vers la multiplication des barrages. Des barrages, en se disant, au fond, on peut miser sur l'exportation d'hydroélectricité et nous allons devenir, alors c'est l'expression qu'utilise le pays, la batterie régionale. On va fournir aux autres ce dont ils ont besoin. Pourquoi? Parce qu'il y a des sites favorables, il y a de l'eau, tout au moins tant que les Chinois la laissent couler vers l'aval, mais alors, si ça permet d'améliorer la balance commerciale avec des exportations d'électricité vers la Thaïlande, le Vietnam et même la Chine, ça a un gros inconvénient pour ce pays-là, c'est le niveau d'endettement qui est considérable vis-à-vis de la Chine, considérable, et qui fait qu'aujourd'hui, le Laos peut dire, il n'y a peut-être pas pieds et poings liés, mais pas loin, envers le créancier chinois. En plus, ces constructions de barrages, de lignes électriques, sont le fait d'entreprises chinoises pour la construction, pour la gestion et la production, et que donc ce n'est pas forcément les entreprises laotiennes qui en profitent. Alors pour le Laos, n'oublions pas, j'ai mis en barre italique, 2 autres usages du fleuve, c'est le transport, bien sûr, et le tourisme que j'ai déjà cité. Voilà, là on a un paysage assez typique du Laos. Alors vous voyez, c'est des bateaux qui ont quand même un niveau de capacité de transport qui n'est pas négligeable, jusqu'à 50 tonnes, on peut transporter, voire davantage. Celui-là, il doit bien être à une bonne centaine de tonnes transportées. Et donc, tant qu'on a un niveau d'eau, vous voyez, qui est assez bon, on ne voit pas de marnage sur les rives, c'est quand même une voie très importante pour le transport. Pour le Cambodge, alors là, incontestablement, la ressource en eau est vitale pour l'agriculture et la pêche. Je ne reviens pas sur la particularité du Tonlé Sap, avec ce cours d'eau à double sens, mais simplement un chiffre que je ne vous avais pas indiqué, c'est que le Tonlé Sap, c'est la première zone de pêche en eau douce au monde. Bon, alors cette surface du Tonlé Sap, en période de hautes eaux, c'est-à-dire quand même pendant une bonne période de l'année, 7 mois largement, elle est multipliée par 5.
Et donc, la grande interrogation, c'est pour les Cambodgiens, c'est la multiplication des barrages à l'amont. Est-ce que l'on va avoir toujours ce même niveau d'eau qui permet aux Tonlé Sap d'être bien réalimentés et aussi la question, bien sûr, du réchauffement. Comme le Laos, le Cambodge est terriblement endetté à l'égard de la Chine et qu'évidemment, on ne peut pas crier trop fort contre le voisin chinois qui est un bailleur de fonds très important. Oui, là, se montrait aussi le Mékong. Là, c'est une photo que j'ai prise en 2017-18 par là. Vous voyez aussi que le fleuve est c'est pas du tourisme Club Med, hein, c'est plutôt du tourisme routard ou de l'écotourisme. Mais il y a effectivement une clientèle tout à fait intéressée par la découverte d'un pays qui est magnifique à travers cette voie de communication qu'est le fleuve. Et il y a beaucoup de bateliers qui circulent. Alors bien sûr, c'est principalement pour les locaux, mais il y a effectivement un tourisme qui est un tourisme pas trop, j'allais dire, polluant, entre guillemets, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Alors, quand les eaux sont basses, vous voyez, là, monsieur qui avait investi dans un bateau pour aller visiter toutes ces zones très intéressantes où il y a une faune aquatique et d'oiseaux absolument passionnantes. Seulement, il est à l'arrêt, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour circuler dans cette sorte de mangrove que vous voyez sous les yeux. Alors, le Vietnam. Le Vietnam, il y a deux enjeux majeurs. Le delta, c'est le bol de riz du pays. Et l'expression est juste. Le delta, c'est peut-être un des endroits de la planète où le niveau de production agricole, avec un niveau d'intensification très élevé, et c'est un jardin, mais où chaque mètre carré est valorisé le mieux possible, et avec des terres d'alluvion qui sont très productives, ça c'est bon. Et ça permet d'avoir cette très forte densité de population que l'on a dans cette partie du pays. Alors, j'avais attiré votre attention, je vous l'avais même illustré d'une photo, pour dire que les chantiers de Saigon causent un problème de plus en plus évident et sérieux. Alors, on en est actuellement à surcreuser le lit des bras du delta, et de telle façon que, quand les marées sont fortes et il y a une entrée d'eau salée qui, évidemment, pose un gros problème, pas simplement pour la pisciculture, mais aussi pour les productions agricoles qui ne supportent pas, à quelques très rares exceptions près, une eau à trop forte salinité. Et puis aussi, comme c'est prenez une image peut-être qui vous est plus familière, une sorte de vaste Camargue. Voilà, donc on est à quoi 2-3 mètres d'altitude. Donc, continuer à prélever autant de matériaux, les études prospectives laissent entendre que d'ici 2050, il y aurait le tiers de la surface du delta qui aurait été perdu. Alors voilà une photo de Saigon, vous voyez, alors cette sorte de défense à la vietnamienne, hein, en passant chez nous, certes les immeubles ont une certaine élégance architecturale, mais ils sont terriblement utilisateurs de tout ce qui est nécessaire pour faire du béton et notamment du sable pour la construction. Alors, quelle coopération parce que ce n'est pas tout de pointer les enjeux, les tensions qu'il peut y avoir, parce que les intérêts sont divergents. Il faut ensuite se demander quelle coopération il peut y avoir. Alors, il y a eu des étapes pour avancer. Il y a déjà pas loin d'une 25 ans, un peu plus même, en 95, il y avait eu un traité signé entre 4 pays, Laos, Thaïlande, Cambodge et Vietnam. Ils avaient créé une institution pour gérer au mieux les institutions pour gérer au mieux les usages de l'eau, c'est la commission du Mékong, la MRC en anglais.
Alors, la Chine, pourquoi elle n'y est pas? Elle a un statut d'observateur. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est une pratique chinoise qui est bon, un peu caractéristique. La Chine signe des traités, des conventions internationales, dans la mesure où c'est son intérêt. Sinon, elle ne les signe pas. Alors, la Convention des Nations Unies, puisqu'il y en a une qui existe, qui est relative aux utilisations des cours d'eau internationaux, c'est-à-dire pour gérer au mieux de tous les pays concernés avec une gestion concernée et responsable des eaux, eh bien, la Chine a refusé de signer cette convention et donc n'est qu'observatrice à la commission du Mékong. Alors néanmoins, cette commission du Mékong, elle a tout à fait son intérêt. D'abord, elle a une légitimité puisque plusieurs pays font partie. Elle a un cadre juridique et c'est donc une organisation internationale dans un but spécialisé et qui construit ses décisions par accord des différents pays partenaires par consensus. Alors, sa finalité, elle est facile à comprendre, c'est de mettre en valeur toutes les eaux du bassin du Mékong. Alors, les termes du traité le disent, j'aurais pu mettre entre guillemets, par la coopération, la planification conjointe et l'échange de données. Bon, et il est vrai que les 4 pays concernés, globalement, on peut dire, ont une approche commune du développement durable du bassin, en essayant de combiner à la fois la prospérité économique, justice sociale, je suis peut-être un peu moins sûr, et les préoccupations environnementales, ça c'est vrai. Alors, voyons cette commission du Mékong et les avancées qu'elle a pu réaliser et puis les limites. Alors, il y a des domaines qui ont très bien marché depuis un peu plus de 25 ans qu'elle existe. C'est en particulier tout ce qui concerne la collecte et la transmission de données, avec souvent avec l'appui de cabinets spécialisés étrangers, européens notamment, donc des études hydrologiques assez fiables et des études environnementales. Donc de ce côté-là, on peut dire le contrat est assez bien rempli. Et également un service de prévention des crues, non pas pour les empêcher, quand l'eau arrive, elle arrive, mais tout au moins pour avoir une politique assez au point d'annonce et d'information des populations. Notons quand même, quand il y a des fortes crues, que les barrages à l'amont présentent éventuellement l'intérêt de décréter les crues, c'est-à-dire, voilà, on finit de remplir le barrage s'il n'est pas tout à fait plein, et au lieu que la lame d'eau soit extrêmement brutale et violente, elle arrive plus progressivement. Mais il y a des limites, il y a des limites, c'est que il y a beaucoup de difficultés pour construire un consensus. Toutes les organisations qui fonctionnent par consensus savent que c'est pas évident. Donc, tout le monde n'est pas forcément d'accord pour tel ou tel type de choix. Et qu'un observateur regarde cela, non pas d'un peu loin, parce qu'il est intéressé, il le regarde d'un peu plus près, notamment si pour le pays, pour la Chine, il y a des marchés à obtenir, et notamment la coopération technique, c'est-à-dire de faire des études de faisabilité, puis ensuite des travaux. Donc, c'est une coopération, on va dire, assez intéressée. Limite aussi, parce que la question des barrages demeure, surtout si on pense à tous les projets en cours, et qu'avait été demandé, c'est le Vietnam qui avait été le pays le plus demandeur de cela, c'est-à-dire d'adopter un moratoire. Donc un moratoire, c'est un arrêt pas définitif, mais voilà, pendant 10 ans, on interrompt tous les programmes de construction de barrages et que ce moratoire de 10 ans a été refusé. Alors, c'est difficile d'avancer, ce qu'on peut dire un peu en conclusion, sur une question géopolitique majeure, dès lors qu'il y a un État qui est en position un peu trop dominante et qu'en plus, il ne participe pas à la gestion commune du fleuve. Bon, là, bien sûr, ça vise la Chine. Bon. Alors, il ne faut pas non plus penser que
parce qu'au Mékong, on n'est pas dans un type de question géopolitique bien résolue, qu'il faut penser que c'est le cas absolument partout. Non, il y a des réussites parfois dans le monde. Là, je vous cite le fleuve Sénégal, même si parmi les 4 pays, celui qui est tout à fait à l'amont du fleuve, c'est-à-dire la Guinée, n'est effectivement pas membre de l'organisation du fleuve Sénégal. Mais néanmoins, ça fonctionne plutôt pas mal avec le Mali, le Sénégal et la Mauritanie, si je ne me trompe pas. Bon, et puis peut-être un mot là pour terminer, c'est dire qu'ici en Asie-Pacifique, l'on voit bien que cette question, comme d'autres, s'inscrit dans un rapport dominant-dominé, mais vous n'en serez pas tout à fait surpris.